Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo. On est là aujourd'hui parce que cela fait 30 jours qu'il y a eu ce terrible accident avec la première perte d'un 787, le fameux Dreamliner, en Inde. Beaucoup de choses ont été dites depuis un mois. On a parlé quasi quelques heures après le crash des premières informations de ce que l'on pouvait dire, mais surtout de ce que l'on ne pouvait pas dire sur ces images, sur ce crash. Il y a beaucoup de spéculations, ce qui est normal, et nous sommes tous dans l'attente du rapport préliminaire. Une fuite a été ébruitée dans la presse autour de ce rapport préliminaire et forcément, beaucoup de choses sont de nouveau dites sur le Fuel Control Switch. Donc, ce que je vous propose dans cette vidéo, c'est de mieux comprendre le Fuel Control Switch sur Dreamliner, dans quel cas l'équipage peut être amené à l'utiliser et à couper l'arrivée de carburant dans les réacteurs, car vous allez voir qu'il y a un monde où en fait ça fait partie de la checklist en cas de double panne moteur. Jingle. Avec notre nouvel ouvrage, l'état final recherché, c'est de vous faire redécouvrir la culture de sécurité grâce à l'adaptation des méthodes de l'aviation. Vous allez vous rendre compte que ce que l'on fait à Mach 1,5 a été réfléchi pour nous permettre de rentrer vivant et d'accomplir la mission, le tout dans les délais impartis et surtout avec les moyens à notre disposition. Il y a pas mal de choses dont vous pourriez vous inspirer dans votre quotidien. Je vous propose de découvrir tout ça dans l'ouvrage. Le lien est juste en dessous. On reprend un tout petit peu les faits. L'avion a décollé le 13 juin dernier de l'Inde. Il faisait chaud, dans les 40 degrés, ce qui laisse moins de marge forcément à l'avion, mais ce qui reste complètement dans les purs, et tous les jours, des avions décollent avec des fortes chaleurs. Initialement, il était question de 279 victimes. Au final, ce sont quand même 260 victimes. Il y avait 230 passagers, 1 a survécu, 12 membres d'équipage et 38 personnes décédées au sol. C'est le AAIB, le Bureau indien d'investigation, épaulé par les Britanniques et les Américains, pas de Français car les réacteurs sont américains, qui vont devoir travailler sur cette problématique. Et ce que l'on sait des premières fuites, qui ont l'air assez crédibles car elles sont reprises par The Air Current, qui est une source très fiable, c'est qu'il n'y a aucun signe de contamination au carburant et qu'il n'y a apparemment pas de signe de rétractation incorrecte des volets, qui a beaucoup fait parler, on en avait d'ailleurs parlé, et de l'impact sur vos capacités de vol si on commence à rentrer des volets à une vitesse trop faible. L'Aircraft Accident Investigation Bureau, c'est assez jeune, ça a été créé le 5 juillet 2012, ils sont basés à New Delhi, et avant c'était en fait la DGAC locale qui faisait les enquêtes. Ils ont comme réalisé plus de 150 enquêtes, dont une qui est remarquable, celle du Air India Express 1344. C'est intéressant de regarder un petit peu la manière dont ils ont géré cette enquête et les leçons que l'on peut en tirer pour se faire une idée en fait de leur capacité professionnelle, de la crédibilité, de ce qu'on est censé attendre. Et c'était carré, il faut le dire. Ce crash qui a eu lieu le 7 août 2020, il faisait partie en fait des avions qui rapatriaient près d'1 million d'Indiens lors de l'épidémie de Covid-19. Ils ont voulu se poser sur un terrain en pleine mousson dans le sud-ouest de l'Inde et après 2 remises des gaz et un changement de piste en service, ils se sont posés à mi-piste, trop rapide, avec du vent arrière. Le copilote a annoncé remise des gaz, le commandant de bord ne l'a pas effectué et ils sont sortis de la piste à plus de 40 nœuds, donc à plus de 70 km/h. Et au final, les PNT sont décédés, 19 passagers également. Il y a quand même eu 165 passagers qui ont survécu à ce crash de 737. Les 280 pages du compte-rendu final sont assez carrées, sont riche en enseignements. Si ça vous intéresse, on pourra creuser ça. Mais je voulais vous en parler parce que ça montre que l'Aircraft Accident Investigation Bureau sait sortir des rapports sans compromis et qui vont chercher la raison du crash. Alors depuis un mois, il y a de nombreuses choses qui circulent et de nombreux fakes également. J'ai d'ailleurs eu pas mal même de professionnels du secteur qui m'ont envoyé des faux comptes rendus, des faux rapports qui circulent. Il y en a qui ont trop de temps libre, je ne sais pas, avec des hypothèses comme quoi c'était le commandant de bord qui recule, qui s'accroche à mettre des gaz qui a amené à l'accident, avec un arc électrique qui a posé des soucis au niveau des réacteurs. Vous allez voir passer plein de théories. Tout ça, c'est du POS, c'est du possible, mais il n'y a rien qui l'étaye. Donc il faut savoir raison garder quand on voit la dimension que prend cet accident dans les réseaux sociaux. Ce que l'on sait, c'est que l'avion s'est écrasé 32 secondes
après le décollage, qu'apparemment la rate, la rameur turbine, était sortie. Cela va arriver en cas de panne électrique totale, panne hydraulique totale ou d'extinction des deux moteurs. Et ce qui sort dans la presse depuis maintenant 48 heures, c'est que l'enquête s'intéresse au fuel control switch qui aurait été actionné par l'équipage. Donc là, on est au niveau de la console, entre les deux pilotes, juste derrière en fait les manettes des gaz. Vous avez côté gauche, côté droit, et c'est le switch qui va vous permettre en fait de couper l'arrivée de carburant au réacteur. Chaque réacteur a ses réservoirs, a son arrivée de carburant, et donc là si vous mettez ça sur off, alors ça se met pas juste comme ça, il faut soulever, il faut tirer, ça se fait pas par hasard, et bien vous allez couper l'arrivée d'essence au réacteur. Alors, est-ce que c'est déjà arrivé dans l'histoire de l'aviation? Oui. En 1987, le vol Delta 810, un 767, décolle de LA pour aller à Cincinnati. Alors qu'ils sont à 1600 pieds, notre Dreamliner, lui, n'a jamais dépassé les 600 pieds, donc 1600 pieds, bien plus haut. Ils ont une panne au niveau de l'Electronic Engine Control, un système informatique qui vient gérer les réacteurs. Comme ils sont à 1600 pieds, le commandant de bord, lui, veut actionner le bouton de l'EEC, ce système. Or, à l'époque, d'un point de vue ergonomique, il y avait des choses à redire, c'était entre la manette des gaz et le Fuel Control Switch. Et en voulant en fait couper les EEC, en 1987, le commandant de bord a coupé les fuel control. Donc en voulant en fait déconnecter l'ordinateur qui gère les moteurs, le commandant de bord a coupé l'arrivée carburant sur les deux réacteurs. Le copilote tout de suite s'en est rendu compte. Ils ont remis les choses dans le bon ordre, ils ont redémarré et ils ont réussi en perdant seulement 1000 pieds, 300 mètres, à redémarrer les deux réacteurs, à repartir. Retour d'expérience derrière, les boutons ont changé de place et désormais sur 757, 767, pour l'EEC, c'est au-dessus, overhead panel, et plus à côté de l'arrivée de carburant. Donc dans l'aviation, tout ce qui peut arriver va arriver. C'est la fameuse loi de Murphy. Murphy qui a découvert cette loi en travaillant sur des sièges éjectables pour avions de combat. Il était lui-même pilote et ingénieur de formation. Alors maintenant, quelles sont les différentes raisons pour lesquelles on peut être amené à couper justement cette arrivée de carburant, qui plus est à basse altitude? La toute première, ça va être en cas de panne des réacteurs. Vous avez des checklists à connaître par cœur sur 787, la plupart des exploitants vous disent si vous avez une double panne moteur, vous prenez ces fuel control switch, vous les mettez sur off pendant une seconde, ensuite vous les remettez sur marche et vous déployez la rate, la rameur turbine. Pourquoi vous faites ça? Pour faire une sorte de reset en fait au niveau des calculateurs, au niveau des systèmes, et donc c'est dans la procédure, normalement, de les couper, mais une seconde seulement, et après de les remettre vers l'avant. S'ils ont fait ça, normalement ça devrait être confirmé par l'enregistreur au niveau des avions. Vous savez qu'il y a deux boîtes noires qui sont oranges, et sur cette version d'avion, il y a 25 heures d'enregistrement, donc on devrait le savoir. Des autres raisons qu'on va entendre, ça pourrait être une activation toute seule, ça serait du jamais vu. Ça serait une volonté humaine. Donc ce qu'il faut savoir dans un avion, c'est que vous avez à gauche le commandant de bord, à droite le copilote, et il y a un jump seat, une place instructeur. Des fois, il y a des personnes dans ce jump seat. Est-ce qu'il y avait une personne dans le jump seat? Est-ce qu'elle est allée toucher ces boutons? C'est quelque chose que l'enquête devra nous dire qu'on ne sait pas à l'heure actuelle. Maintenant, point remarquable, si vous avez quelqu'un sur le jump seat qui va toucher ces boutons, les deux pilotes étant sur l'avant, occupés par leur décollage, ils ne vont pas forcément le voir en vision périphérique. C'est chose à réfléchir et un bon rappel pour tous les professionnels de l'impact que peut avoir un jump seater mal attentionné. Accrochez-vous bien, aux États-Unis, sur un vol d'Alaska, un jump seater à pilote qui était sur le siège instructeur a essayé de couper justement l'arrivée carburant. Il a été arrêté et il a pris de la prison. Forcément, vous allez entendre parler également peut-être d'une volonté de la part de l'équipage de couper ça pour des raisons qui leur sont propres. Alors il faut savoir qu'on a déjà eu des cas de suicide dans l'aérien. Les plus connus, c'est le LAM Mozambique Airlines avec un Embraer 190, c'était en 2013. On était en Namibie, il y a eu 33 personnes qui sont décédées après que le commandant de bord verrouille la porte et décide de se suicider. Le Germanwings en France avec 150 décès en 2015. Silkair 185, là on est en 97. Et le fameux Egyptair, un 767 au décollage de New York, avec 217 personnes à bord. Donc là, pareil, pour l'instant, il faut savoir dire quand on ne sait pas. Il faut savoir essayer de tirer les leçons de ce que l'on sait. Et si à l'heure actuelle, la flotte de Dreamliner ou les JNX-1B ne sont pas arrêtés, c'est que les enquêteurs ne pensent pas qu'il y a un problème de défaut au niveau de la machine, au niveau de la conception. Donc si vous devez prendre un Dreamliner,
Si vous devez prendre ce type d'aéronef, ne soyez pas inquiets. Des professionnels travaillent pour essayer d'expliquer ce qui s'est passé. Et quand vous voyez des théories qui partent dans tous les sens, ça fait partie malheureusement de l'ère informationnelle dans laquelle on vit désormais. Ce qui fera foi, c'est le compte-rendu d'enquête finale. On attend tous le préliminaire qui devait sortir, qui a apparemment déjà été remis. Mais s'il y a une chose à retenir dans le monde de l'aviation, c'est que quand il y a un doute, il n'y a pas de doute et la flotte est arrêtée. Si le constructeur, si l'autorité décide de maintenir en vol l'aéronef, les moteurs, c'est qu'ils ne pensent pas que le problème vienne d'un défaut matériel ou d'un défaut de conception, mais plutôt, comme souvent dans l'aviation, d'un enchaînement multifactoriel qui fait qu'on se retrouve avec l'accident. Est-ce que comme en 87, ça va nous amener vers une modification de l'interface homme-machine? On le verra. À l'instant T, c'est trop tôt pour le dire. Quand le compte-rendu final sera disponible, on pourra revenir dessus. En attendant, back to basics, retour aux bases. Pour ça que faire de l'ULM, faire de l'ultra-léger, faire du planeur est une très bonne chose. S'entraîner à la panne moteur est une situation d'avenir. Si vous êtes pilote privé, faites un tour avec un instructeur. Réfléchissez toujours, tiens, qu'est-ce que je fais en cas de panne moteur? Sur ces ULM que l'on a chez ULM Sud Bassin, on a des parachutes de sécurité. On peut utiliser au-dessus de 300 mètres d'altitude, mais en dessous, il faut toujours avoir un champ, il faut toujours réfléchir à quoi faire si une situation catastrophique arrive. C'est ça l'aviation, c'est anticiper, hope for the best, but plan for the worst. On espère que tout va bien se passer, mais on est prêt si quelque chose se passe mal. Dans l'aérien, c'est notre responsabilité en tant qu'aviateur. Des personnes nous confient leur être le plus cher, il faut les garder en toute sécurité et si possible les amener à destination à l'heure. Allez, peut-être à très vite sur le bassin d'Arcachon pour voler. Et là, nous, on part faire un vol en patrouille à 2 avions. Et ça va être très sympa parce qu'on a Pat qui est venu de Bretagne. Il a plus de 10 000 heures sur Flight Simulator. Et on va voir si une personne qui maîtrise parfaitement la simulation de vol sait piloter en patrouille dans la vraie vie et c'est derrière poser l'avion. On va faire ça au-dessus du bassin d'Arcachon parce que c'est fun, parce qu'on peut et peut-être bientôt avec vous. Allez, fly safe.